solide vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Merci Carole Lozé, merci toute l'équipe de Zone Parallèle de nous passer la main. On est tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui avec des invités exceptionnels puisque nous allons recevoir Sylvain Matisse qui est un auteur qui depuis peu de temps nous a rejoint à MUFON France comme enquêteur. Et oui, quelle chance on a parce que Sylvain a une culture ufologique assez exceptionnelle. Et nous recevrons également Cyril Tafnard, qui est le responsable des repas ufologiques de Nantes, qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas au repas ufologique. Je m'appelle Jeannie Chariot, je suis la directrice de MUFON France et nous allons passer 2 heures en compagnie donc de ces invités et de quelques nouvelles. Depuis un mois, il s'est passé quelque chose quand même à noter, c'est-à-dire qu'il y a eu un collectif qui est né, qui s'appelle le CIPO, collectif d'intervenants sur le phénomène OVNI. Donc il y a toute une liste de personnes, dont je vais vous en énumérer quelques-uns, ont signé ce collectif pour demander certaines choses, on va dire au gouvernement, à la communauté scientifique. Par exemple, demande que les organismes officiels ou services d'État déclassifient certaines archives concernant le phénomène OVNI en France. Demande aussi à ce que les communautés scientifiques engagent des travaux sur le sujet et les rendent publics. Puis que les médias mainstream français organisent des débats sérieux et constructifs, respectueux du sujet et des témoins. Là, il y a du travail, je peux vous le dire. Et c'est pourtant quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre, mais il y a du travail. On demande aussi à ce que la recherche ufologique française indépendante soit davantage soutenue. Là aussi, on va dire, il y a du travail, mais pourquoi pas, on est peut-être de doux rêveurs, mais qui ne tente rien à rien. Les intervenants signataires, je ne sais pas noter parce qu'il y en a une trentaine. Il y a Alain Blanchard qui est ufologue auteur, Alain Boudier, ex-président de la commission 3AF Sigma pour ceux qui la connaissent, Gildard Bourdet bien sûr qui est un auteur très connu, Rémi Borne, responsable des repas ufologiques de Tours, Marie-Thérèse Debrosse, très connue elle aussi, auteure, ufologue et conférencière, Elisabeth de Caligny, que vous connaissez bien aussi, auteure et conférencière, moi-même, Christian Comtesse, Héra, la blogueuse d'Aera 51, que si vous ne connaissez pas, je vous propose d'aller voir sur internet, Dominique Filleul, excusez-moi, je ne vais pas tout noter, mais Sylvie Joubert, Franck Morin et Iser qui sont les instigateurs de ce projet. Daniel Robin, Jocelyn Morrison qui est un journaliste, nous avons aussi un statisticien qui est Michel Vaillant, un docteur en sociologie qui est Bertrand Meus, nous avons donc l'Académie d'ufologie, OVNI Direct, OVNI Paris, ICARI, c'est le CERO France, très important, OVNI Pyrénées, Nurea TV, LDLN, etc. Donc OVNI Aquitaine et on en passe. Donc beaucoup de monde pour ce projet. Et puis à qui nous allons souhaiter la meilleure des chances. On me fait signe de derrière les nuages là-bas, oui, derrière les nuages parce que c'est l'automne et puis c'est un petit peu plus tristounet, mais on me fait signe qu'il y a une météo optimiste qui nous arrive. On se retrouve après. Bonjour à toutes et à tous, voici la météo. Pour les zones des Hauts-de-France jusqu'à l'Occitanie, grand frais à coups de vent prévu.
Sur toute la France, le ciel se couvrira de soucoupes volantes aux alentours de 18h. Nous prévoyons ce soir une invasion d'ovnis, alors surtout, restez chez vous. Au niveau de l'éphémérite, nous fêterons bien sûr les aliens. Si vous constatez une disparition parmi vos proches, contactez notre numéro vert, le 0800 088 088. C'est le numéro spécial en cas d'enlèvement extraterrestre. Voilà, ce bulletin est terminé. Prochain rendez-vous demain matin à 6h47 sur les ondes moyennes, les ondes courtes et les ondes très longues en provenance de Mars et de Saturne. Encore mille merci, Jan Alexander, de nous permettre de diffuser cette météo si spéciale. Et vous pouvez retrouver ces clips en entier, évidemment, sur Internet. Jan Alexander. Et quant à nous, nous allons tout de suite entendre deux témoins qui habitent à l'opposé l'une de l'autre, puisqu'il y en a une qui habite la rive sud de Montréal et une autre qui habite la rive sud de chez moi, qui habite Nantes. Écoutons ça et on se reparle après. Mais il y a un soir que ma mère et moi, on était en auto, on s'en allait vers Sutton, puis il y a une grosse affaire qui a passé juste par-dessus notre auto, avec plein de lumière. Puis ma mère criait au meurtre. Puis là, moi, je l'ai vu, mais tu sais, comme il était tellement bas qu'après ça, on s'est dit comment il a fait pour passer les fils électriques si gros que ça. Puis là, on est arrivé à la maison, là, je l'ai compté à mon mari. Mon mari a dit, ça peut être un hélicoptère. J'ai dit, à Brome, il y a plein de fils, parce qu'il faut passer par Brome pour aller à Sutton. Moi, je suis au lac Brome, mais là, mon mari a dit, non, ça devait être un hélicoptère ou quelque chose, mais, tu sais, ça fait des années de ça, là, ça fait comme peut-être 3 ans ou 4 ans. Ma mère et moi, on en parle encore dans le sens que c'était quoi, ça? Mais sur le fait, c'était comme, ça tournait, mais il a passé directement. Moi, je l'ai pas vu venir. Ma mère l'a vu venir, mais pas moi. Puis là, ensuite, c'est ça, ça a passé par-dessus. Puis après ça, moi, j'ai vu comme le bas, si tu veux, de tout ça, mais c'est juste par-dessus notre auto. Mais il n'y a rien qui est arrivé ce soir-là, rien, là, c'était juste ça. C'était de nuit? Oui, c'était de nuit. C'était de quelle grosseur environ, je sais pas, par rapport à une voiture? Il fallait que ça soit au moins 4 mètres. Une sphère, c'est ça? Moi, je l'ai pas vu assez. C'est ma mère parce que ma mère était sur le côté passager. Puis moi, je l'ai pas vu arriver absolument rien. C'est que ma mère a commencé à crier. Elle l'a vu arriver. Mais c'était comme, il y avait des lumières comme violet puis vert, tout ça qui tournait en dessous. Puis là, on l'a pas vu repartir. Tu sais, comme on l'a vu à côté de l'auto, tu sais, comme par-dessus, puis on l'a vu à côté de l'auto. Mais après ça, il y a comme un champ, puis là, t'aurais pu le voir, quelque chose partir, mais on n'a rien vu. Puis ça, c'est comme, ça, c'était mon chose le plus bizarre, si tu veux, dans le sens que c'est quoi? Puis là, mon mari a dit, ça doit être quelqu'un alentour qui a un hélicoptère, puis qui était pour atterrir. Mais j'ai dit, on aurait entendu, il y avait aucun bruit. C'était juste des lumières, il y avait 0 bruit. Fait que ça, c'était avec ma mère. Ça, c'est qui nous est arrivé. Puis, cet été, on était chez nous, puis on a vu vraiment comme des lumières dans le ciel, mais qui sont parties comme super vite. Chou! Puis après ça, pas ce soir-là, mais le lendemain, j'ai eu comme un genre de chose encore avec le statique. Mais que s'est-il passé dans la vie avant cette observation au-dessus de la voiture? Mais pas le même soir, le soir après. Puis j'ai de la misère dernièrement vraiment à dormir parce que j'ai comme on dirait, j'ai comme une peur de tout ça. Ouais. Mais depuis que on n'est plus dans la maison de Granby, depuis que je suis revenue au lac Brome, l'espèce d'être pinée au lit, là, d'être comme genre paralysée, là, ça je l'ai pas eu. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, je me disais, mon Dieu, c'est, tu sais, parce que je suis une fille bien simple qui a une garderie, tu sais, je me disais, mon Dieu, je suis pas une recherchiste, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Je suis pas, tu sais, à part de faire de la bonne nourriture, j'ai pas, qui sait? Qui sait? Mais vaut mieux en rire, vaut mieux. C'est ça, parce que je me dis, c'est quoi, tu sais, parce que là, le grillage, mais là, ça, j'ai fouillé le lit au complet. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a absolument rien, même,
j'ai fait rentrer ma remplaçante cette journée-là, puis j'en ai pas parlé à personne, je l'ai juste parlé à mon mari. J'ai dit, explique-moi ça, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Ben lui, ça, là, il avait zéro explication, tu sais, parce que c'est le même lit que je dors dedans tout le temps. C'est pas arrivé encore, c'est pas arrivé avant. Il y a zéro couverture qui aurait pu faire cette empreinte-là, puis ils sont exactement à un écart égal, parfait. C'est ça qui est bizarre. Puis moi, je dors toujours sur le dos. Fait que pour qu'il y ait quelque chose sur mon genou, c'est comme vraiment bizarre. Mais j'ai toujours eu mal à ce genou-là. Ouais. Est-ce que il fait plus mal. J'ai été longtemps à béquille, puis c'est parce que ce genou-là, il a forcé plus. Fait que j'ai toujours comme quand il pleut, puis tout ça, j'ai toujours mal à ce genou-là, puis depuis que ça s'est arrivé, j'ai pas eu mal. Fait que je sais pas. Ben, vous allez... Puis là, on a fouillé sur Internet, puis elle me montre quelque chose presque semblable au mien. Fait que là, j'ai commencé à fouiller sur Internet hier soir. Je me dis, bon, je vais me poser des questions parce que c'est ça. Puis en camping, à un moment donné, ça m'est arrivé comme l'espèce de paralysie du sommeil. Là, ça m'est arrivé, mais pas dans cette maison ici. Mais en camping, ça m'est arrivé. Puis le lendemain, j'avais des bleus. Mais mon mari croit absolument à rien de ça. Oui. Moi avant non plus, là, mais... C'est sûr que quand on a vu la chose aller par-dessus l'auto, moi, ma première réaction, c'était qu'il n'y a pas de bruit. Fait que j'avais dit à mon mari que c'était un hélicoptère. On est l'été, je l'aurais entendu. Tu sais, on a les fenêtres ouvertes. C'est l'été, il est environ 9h30 du soir. Tu sais, je l'aurais entendu. Puis ma mère était avec moi comme témoin. Là, tu sais, ma mère, elle disait oui. Mais c'est ça, on était vraiment sur la petite route de campagne, puis c'est passé tellement proche du haut de l'auto qu'après ça, quand on a repassé là, je me suis dit, on a repassé du jour, je me suis dit, mon Dieu, les fils électriques, comment que ça a pu passer à cette hauteur-là? Mais quand c'est arrivé, c'est elle qui était plus fascinée que moi, parce qu'on dirait que j'avais pas de réponse. Puis elle a dit, mon Dieu, j'ai 80, j'ai jamais vu ça de ma vie. Fait que, c'est juste bizarre, tu sais, il y avait pas de réponse vraiment. Je ne sais pas non plus, là, mais c'est ça, fait que j'ai pas, mais comme je dis, j'ai aucune idée de quoi qui prendrait moi, là, mais on le sait pas, mais moi, j'ai étudié pour être sage-femme, peut-être. Qui sait? Non, mais ça, il n'y a pas de critique. Merci beaucoup parce que ce témoignage, eh bien, il fait partie d'un ensemble, d'une vie ufologique extrêmement riche. D'ailleurs, que cette jeune femme ne connaissait absolument pas avant de me parler. C'est juste certains faits qui l'ont fait m'appeler comme des bleus qu'elle avait sur le corps régulièrement, des bleus qui n'avaient pas du tout leur place là et qui étaient apparus d'une façon totalement incongrue, comme par exemple des formes de brûlures de grillage sur les genoux, ou des bleus sous les pieds, ou des cercles sur le ventre. Tout ça, j'en ai été témoin. Et sa vie richement ufologique, pleine de marqueurs, qui en fait vraiment un témoin exceptionnel. Pour ce qui est de son observation d'un ovni, on va dire ovni, au-dessus sur un chemin que j'ai moi-même parcouru pour en vérifier ses dires. C'est vrai que sur ces petites routes derrière Bromont, derrière Granby, etc., il y a des routes où les fils électriques traversent les routes. Il y a des arbres, c'est bordé d'arbres, et en plus, les fils électriques traversent. Absolument impossible à ce qu'un hélicoptère survole une route telle que celle-ci, ou même qu'un hélicoptère soit à la hauteur des passagers, comme la maman de ce témoin me l'a confirmé. Je pense pas non plus qu'il s'agisse d'un drone qui aurait couvert l'ensemble de la route.
Il est arrivé beaucoup de choses à ce témoin et à sa famille. En premier, ça a été, elle a fait face à du paranormal, puisque son jeune enfant discutait et chantait avec un grand-père défunt, et oui, qui avait lieu dans cette maison qu'elle habitait avec son mari, son conjoint, qui était la maison de son conjoint à l'époque, et qu'ils ont dû quitter à cause de ces phénomènes-là, qui n'étaient pas vraiment négatifs, mais qui dérangeaient énormément la famille. Et depuis leur nouvelle propriété, là, ce sont des manifestations plus, on va dire, ufologiques qui arrivent. Alors, on pourrait en sourire, on pourrait certainement pas se moquer. Et ce témoin est pour moi l'une des plus grandes énigmes que j'ai rencontrées. Parce que j'avais dit à mon mari que c'était un hélicoptère. On est l'été, je l'aurais entendu. Tu sais, on a les fenêtres ouvertes. C'est l'été, il est environ 9h30 du soir. Tu sais, je l'aurais entendu. Puis ma mère était avec moi comme témoin. Là, tu sais, ma mère, elle disait oui, oui, oui. Il y a quelque temps, j'ai rencontré Flore, qui est une artiste nantaise de grand talent, qui est illustratrice et qui se sert de ses rêves, de ses expériences pour peindre. Elle va nous parler ici de quelques-unes de ses expériences hors du commun. Donc, pour resituer, c'était en avril, même le jour de mon anniversaire, le 26 avril, donc 2019 exactement. Et il était vers 22h, 22h30 le soir. Et important de noter, je pense, je revenais d'un soin méditatif autour des bols de cristaux. Et on était dans le centre de Nantes. Et on était au niveau d'un rond-point. Et donc, on laissait passer les voitures. Donc, j'ai eu le temps d'observer au loin, au niveau du château du Chessanne, un véhicule stationné en hauteur, circulaire, rond. Il était à 50 mètres de moi. Et il faisait peut-être, on va dire, 1 mètre de long maximum. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un avion. C'était en période de foire aussi. Donc, au début, j'ai pas tilté parce qu'il y avait beaucoup de lumière dans Nantes au niveau d'une place où j'habitais, pas loin. Mais ça faisait aucun bruit et d'un coup, ça avançait très doucement vers nous, au-dessus des arbres. Et là, j'ai vu clairement, c'est passé au-dessus de notre tête pendant qu'on passait le rond-point doucement. Il y avait plein de lumière dans les tons rouges, couleur primaire, mais bleu, rouge, jaune essentiellement. Et ça clignotait très vite. C'est comme des spots, mais plats. Et du coup, j'ai regardé ça fascinée, elle levait la tête et j'ai dit à la personne qui conduisait, regarde, mais elle était occupée, elle n'a pas vu comme moi. Donc j'étais complètement fascinée, mais j'ai pas réussi à me dire que c'était un ovni sur le moment, parce qu'en fait, quand ça nous arrive sur le coup, on se dit, c'est dans la vie réelle, je regarde quelque chose au-dessus, c'est beau, mais c'est 3 secondes après, je me suis dit, mais attends, j'ai vu quelque chose de vraiment étrange. Quelques secondes après, quand même, je me suis dit, j'ai dû voir un ovni. Et surtout, important à noter aussi, le lendemain, j'allais rencontrer quelqu'un qui a dit être abduqué plusieurs fois depuis tout petit. Donc, je sais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est un signe pour dire on est là? Ce qui est important de dire, c'est que voilà, je suis la seule à l'avoir vu. Vraiment, ça m'a fascinée, j'y pense encore souvent. Et dès le lendemain matin sur Internet, j'ai tapé OVNI, repéré à Nantes, centre-ville, château du Chessanne, et je n'ai rien sur Internet. Donc on a envie de se dire, c'est moi qui exagère. Mais non, j'ai vraiment vu concrètement ces lumières et ça ne faisait aucun son. J'ai entendu des histoires où quand des vaisseaux arrivent, c'est silencieux. Et là, c'est vrai que c'était parfaitement silencieux. Lui, il était circulaire? Oui. Rond, très rond. Et est-ce qu'il y avait une masse? Est-ce que, admettons, comme tu dis, qu'il y avait la foire à Nantes, qu'on connaît, avec pas mal peut-être des lâchers de ballons ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu y as pensé? Non, parce que c'était vraiment une masse. C'était vraiment, ça pouvait pas du tout être un drone parce que c'était vraiment large, vraiment gros. Enfin, c'était pas un hélicoptère. Et j'ai oublié de dire au loin, d'abord, alors j'ai observé au niveau du disque en bas, des lumières quand même rouges et vertes sur les bords, avant que ça avance au-dessus. Comme un avion. Voilà, donc, sauf que c'était vraiment rond, quoi. Et donc si c'était un hélicoptère, ça fait beaucoup de bruit un hélicoptère, on l'entend. Et puis, j'aurais pas vu toutes ces lumières vraiment serrées les unes par rapport aux autres. Je pense par exemple à une pizza, du chorizo. C'est un peu drôle comme détail. C'était très, les ronds étaient vraiment bien calés les uns à côté des autres. Et quand c'est passé au-dessus de moi, ça faisait peut-être de diamètre 20 mètres.
Sinon, mes rêves, beaucoup de rêves éveillés et des rêves où, dans mes rêves, souvent je flotte ou je suis aspirée par le dos. Le plus marquant, derrière moi, à un moment, un mur sort du sol, un mur en pierre avec un cadre doré et dans ce cadre, un portrait d'homme, période Renaissance avec une collerette, presque pas humain. En fait, j'ai été aspirée par le dos dès que j'ai vu ce tableau géant apparaître par le sol. Donc là, j'ai crié, j'ai vraiment la sensation très réelle qu'on m'aspire par le dos. Je passe à travers le tableau. Vraiment, là, c'est l'impression que je passe à travers le tableau. Là, je sens 2 entités, 2 ombres sur moi. Et que, paf, je tombe, je sens le matelas. Vraiment, je sens après l'épaisseur du matelas, mon corps sous le matelas, quand même. Donc là, je sais que je suis revenue du rêve. Comme quand je sais pas si ça arrive je pense que ça arrive à certains, on sent quand on retombe dans notre corps. Mais là, impossible d'ouvrir les yeux, impossible de parler, parce que je sentais une main qui était sur ma bouche, à travers la couette. Et je sentais une autre personne qui était en train de m'infiltrer dans mon corps. Alors là, est-ce que ces 2 entités, enfin 2 êtres de bas astraux ou... Mais j'ai vraiment senti mon corps être possédé, j'ose dire. Et moi, j'étais un peu éjectée. Donc j'étais en même temps dans ce corps prisonnier et à côté. Et je sentais mon corps onduler. Est-ce que c'était dans mon corps énergétique ou le vrai, je ne saurais dire. Oui, mais c'est vraiment la sensation, je contrôlais plus rien. Et je ne pouvais pas parler pour ouvrir les yeux, j'étais coincée. Et donc après, j'ai prié fort pour que cet être parte. Et tout au long de mon corps, j'ai senti cette emprise s'évanouir vers le bas, où j'ai essayé de reprendre toutes mes pensées, tout mon esprit, et donc ça s'est évacué par les pieds. Et dès que c'est parti, comme vous savez, on débouche des toilettes avec un... Oui, tu as de belles images. Oui. Voilà. Pouf, j'ai pu enfin me mettre assis sur mon lit, les yeux ouverts, à faire... Et le cœur battant, transpiration, j'enlève la couette, je vois mes jambes, bon, sans exagérer, un petit peu plus blanches que d'habitude et plus rouges au niveau des pieds. Mais surtout, j'avais la sensation qu'on m'appuyait sur la bouche, vraiment fort. Je l'avais. J'ai remis ma main sur ma bouche et vraiment, c'est comme si on appuyait pendant, je sais pas, un quart d'heure sur ta bouche, très longtemps. Et là, je sentais vraiment, je le sentais. Donc j'ai tout de suite écrit tout ce qui s'était passé. Et après, je l'ai fait en tableau que j'expose depuis longtemps dans les salons d'art. Donc, justement, tant qu'à faire, est-ce que tu as un endroit où on peut voir tes dessins qui sont des dessins qui sont instinctifs, hein, c'est ça? Oui, je peins, je dessine avec connexion, intuition, et c'est mon inconscient qui s'exprime. Ça, c'est important de dire que c'est mon inconscient. Justement, qui prend contact aussi peut-être avec d'autres dimensions. Donc oui, alors notamment j'ai un site. D'ailleurs, mon monde s'appelle les Strange People. C'est étonnant, ça fait depuis comme 2013 que j'invente des personnages qui vivent sur d'autres planètes. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Et donc j'ai un site où vous tapez Fleur Claireux. Merci Fleur. De rien, merci Janie. Si vous désirez retrouver l'univers de Fleur, vous pouvez taper sur internet Fleur Claireux, Fleur, CALAIREUX, et vous allez découvrir donc tout son imaginaire qu'elle couche sur papier avec énormément de talent. Et vous pouvez même la contacter sur sa page Facebook. Cette observation qui a eu lieu à Nantes n'est pas la seule dont nous allons entendre parler aujourd'hui, puisque dans le même secteur, notre prochain invité, qui est Cyril Thavenard, responsable des repas ufologiques de Nantes, va aussi nous raconter ses propres expériences, des choses assez étranges qui lui sont arrivées il y a quelques années. Mais avant d'aller à la pause, je vais vous donner quelques précisions sur le MUFON France. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur notre page Facebook MUFON France et Territoire ultramarin. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet qui est mufonfrance.fr. Également, vous pouvez nous suivre sur notre jeune
chaîne YouTube avec des vidéos de témoignages. Donc la même chose, MUFON France et territoire ultramarin, et bientôt sera mis en ligne une nouvelle investigation d'Éric Barouillet qui est passionnante. Dans nos projets, qui sont plus que des projets d'ailleurs, nous allons lancer au mois de novembre le magazine, tout nouveau magazine de MUFON France, le magazine numérique, que vous pouvez recevoir gratuitement pour le premier numéro. Il suffit d'aller sur le site de mufonfrance.fr et de vous enregistrer. Ensuite, vous aurez accès donc, dès qu'il va sortir, à ce nouveau numéro, dans lequel vous retrouverez un article de Sylvain Mathis qu'on va recevoir en fin d'émission. Nous avons la chance aussi d'avoir un article de Manuel Viroff, qui est l'auteur de 2 énormes études sur le sujet. Nous avons aussi des enquêtes en cours ou des enquêtes terminées. Donc l'une est présentée par Karen Lagnol, que j'espère avoir le plaisir d'avoir bientôt à ce micro. Donc si vous voulez en savoir plus sur le MUFON France, sur nos statistiques, etc., eh bien c'est l'occasion de le faire. Vous avez juste, comme je vous l'ai dit, à aller sur le site et à vous enregistrer. Et quant à nous, eh bien on se retrouve au retour de la pause en compagnie de Cyril Tavener. À tout de suite. Bonjour Cyril, merci de m'accueillir chez toi à Nantes, proche de Nantes, on va dire. Voilà, je me présente, donc Cyril Tavener, je suis ufologue, je fais partie des repas ufologiques, membre du bureau national, et également responsable des repas ufologiques de Nantes, en Loire-Atlantique. Je suis aussi membre d'ODH TV, et je fais également partie du réseau de Daniel Robin d'enquête terrain, et je fais des enquêtes terrain depuis 5 ans. Pour vous expliquer un petit peu comment je suis tombé dans l'ufologie, j'ai fait une observation qui m'a vraiment marqué avec un ovni qui se trouvait à 10 mètres au-dessus de ma tête et qui restait en vol stationnaire pendant quelques secondes. C'est pourquoi je suis convaincu qu'en fait, il y a toujours un lien entre le témoin et un ovni. Il y a toujours un échange, je pense, télépathique. Donc, pour reprendre mon observation, l'échange en fait télépathique que j'ai eu avec ce vaisseau, très bizarre. Je vois en fait, au départ, je n'aperçois pas le vaisseau. Je vois juste tous les lampadaires de mon quartier qui s'éteignaient les uns après les autres, au fur et à mesure qu'une ombre avançait sur le sol. C'est ça qui m'a amené en fait à regarder en l'air et voir cette masse énorme. Elle recouvrait les 3 bâtiments du quartier où j'habitais à l'époque. Donc j'ai évalué la taille de cet ovni à peu près à 300 mètres. 300 mètres, ça devait faire 300 mètres d'envergure. Parce que ça recouvrait vraiment les 3 bâtiments et on voyait plus qu'un filet mince de l'horizon qui recourbait le côté de l'OVNI. Et donc cette masse avance tout doucement. Au fur et à mesure où elle avançait, toutes les lumières des appartements se sont éteints. Chez moi, ça a disjoncté, tout s'est éteint. Et là, je me dis... c'est pas possible, je suis en face de quelque chose qui est pas réel. Et donc ça continue toujours à avancer. Et là je me dis, c'est pas un ovni. Et à ce moment-là, l'ovni part à toute vitesse. Et je me dis, non, c'est pas possible, c'est pas un ovni que j'ai vu. Et au moment même où je pensais ça, l'objet s'est complètement dématérialisé. Donc j'ai nié mon observation pendant 20 ans. Seuls mes parents proches étaient au courant. Premier sentiment que j'ai eu quand j'ai vu cette masse-là, c'est que je me suis dit, c'est pas nous les humains qui sommes au sommet de la chaîne alimentaire
il y a autre chose. Et ça, c'était complètement... ça remettait tous les dogmes que j'avais en doute, et ça remettait les choses vraiment de façon complètement différente dans ma vie. Et du coup, donc j'ai nié cette observation pendant 20 ans. J'étais dans le Cantal, assez haut, dans un sommet, et je fais l'observation d'un autre ovni, une boule rouge énorme, donc qui était là, qui faisait vraiment la taille d'une étoile, et qui a fait tout le tour de ma personne, donc qui a fait un 360 degrés autour de moi. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'occupe de l'observation que j'avais fait à mes 18 ans. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai connu les repas ufologiques, que je m'y suis intéressé, que j'ai fait part de mon observation. Ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes au sein des repas ufologiques qui avaient été témoins d'observation. Ça permet de savoir qu'on n'est pas tout seul, et qu'il y a des centaines de personnes aujourd'hui en France tous les ans qui font des observations, et je pense que au niveau du mental, ça fait énormément de bien. Merci, c'est impressionnant. Donc, ça a eu lieu à quelle date, cette première observation? Alors, le 5 novembre 1990. Donc, fonction de la grande vague d'OVNI qui a eu le 5 novembre 90. Moi, au début, je savais pas que ça représentait autant d'observations en France. D'ailleurs, le lendemain de l'observation, on a voulu témoigner à la radio locale, et la radio locale a été complètement submergée d'appels de cette observation. Donc là, on s'est dit que c'était pas la peine de témoigner, qu'il y avait assez de témoins pour avérer que le phénomène était sérieux et en tous les cas était inexpliqué. Et puis j'ai vu que les médias en fait avaient ridiculisé ce phénomène et l'avaient passé pour une chute d'un satellite russe. Donc là, j'ai compris que on était vraiment en pleine manipulation, et que dans les médias, on voulait pas en parler et taire l'événement. Et revenir sur cette première observation, 5 novembre 1990, la grande vague qu'il y a eu. Et toi, tu es où? C'était dans quelle région? Alors, je suis à Angers. Donc 18 ans, je suis encore chez ma mère. Et on est dans le quartier sud d'Angers. Et l'objet, en fait, a une trajectoire sud-est, nord-ouest. Quelle forme il avait? C'était en fait un triangle. C'était un triangle parce qu'on voyait, mais vraiment très précisément, l'angle de l'objet. Comme si c'était découpé au cutter, tellement c'était précis, et on voyait vraiment la nuance entre la nuit qui commençait à tomber, il était 19h, et cette masse noire qui était encore plus noire, le noir d'une soirée où il fait déjà nuit noire, à préciser, et ça c'est important, que c'était une très belle nuit d'hiver. Il y avait un sentiment électrique dans l'air, comme une soirée d'été. Donc c'était très agréable d'être à la fenêtre. Et c'est déjà avant en fait d'observer l'OVNI, on avait déjà cette sensation électrique qu'il y avait dans l'air. Et quand cette masse est arrivée au-dessus de nous, vraiment à une vitesse très lente d'une personne qui marche, j'ai regardé ma sœur, et ma sœur avait à l'époque une coiffe frisée, et en fait ses cheveux avaient tendance à bouger vers le haut. C'est ça qui m'a en fait attiré l'œil pour regarder plus haut et ce qui se passait. Je regarde mon bras, et tous les poils de mon bras étaient dressés.
mais c'était pas la peur ou l'appréhension, c'était vraiment un effet statique qu'il y avait avec cette masse-là. Et je pense que on a eu cet effet-là parce qu'on était très 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 près de l'OVNI. Il était juste au-dessus des antennes télé, il était à 10 mètres au-dessus de nos têtes. Donc vraiment, vraiment très très près. Il avait des lumières? Ma sœur a vu en fait l'OVNI juste 1 seconde, 2 secondes avant moi. Et effectivement, elle a bien observé une lumière rouge à l'intérieur, au milieu en fait de l'OVNI, au milieu de cette masse-là. Mais c'était une lumière concentrique. C'est-à-dire qui se recentrait sur elle-même, mais qui n'était pas diffuse. Elle ne diffusait pas. Et au moment où moi, je lève la tête, cette lumière s'est éteinte. Et c'est comme ça que je me suis dit, il y a quelque chose... en fait, notre esprit, notre cerveau n'est pas préparé à ça. Ça veut dire qu'il faut intégrer quelque chose qui est impossible. Et pour donner une image précise de la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'est exactement comme si je voyais un sous-marin en vol stationnaire au-dessus de ma tête. C'est une image. Ça faisait vraiment ça. Une incongruité. Voilà, une incongruité, quelque chose de pas possible, techniquement impossible. Donc je pense que c'est aussi ça qui m'a fait nier. J'en ai parlé à personne, aucun de mes amis proches. Ma mère, j'ai été obligé de lui en parler parce que elle est arrivée au même moment. Donc, alors c'est ça aussi qui est aussi impressionnant, c'est que je pense qu'il y a eu une distorsion du temps. Mon réveil, en fait, donc tout a disjoncté dans la maison. Le réveil a disjoncté aussi. Et en fait, quand j'ai rallumé le réveil, on avait perdu 2 minutes. Ah. Donc il y avait 2 minutes qui ont été perdues pendant le temps d'observation que j'ai fait de l'OVNI. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que le garage se trouvait juste en face de la fenêtre. Et donc en fait, bon, pour tout dire, on fumait une cigarette en cachette. Et on guettait notre mère pour jeter notre cigarette avant qu'elle arrive à la maison. Et on n'a jamais vu sa voiture arriver dans le garage. C'est-à-dire qu'elle a sonné à la porte parce qu'on avait fermé évidemment la porte d'entrée. Elle a sonné à la porte, mais on n'a jamais vu la voiture arriver, se garer dans l'allée et aller dans le garage. Jamais. Et notre mère a déjà été alors bien préoccupée parce qu'il y avait cette panne d'électricité. Il a fallu rallumer les disjoncteurs. Elle revenait des courses. Elle était stressée. On lui a dit maman, on a vu quelque chose de dingue. Et puis, je pense que, comme toutes les mamans, elle a senti que c'était tellement important, tellement grave, qu'elle a voulu nous protéger et nous dire attendez, détendez-vous, voilà, soyez conscients de ce que vous avez vu et ne partez pas dans des délires pour votre intégrité physique. Et vous deux, frères et sœurs, est-ce que vous aviez une culture ufologique? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, j'avais 18 ans. J'étais plus intéressé par les filles et par les études. Et pour moi, l'ufologie, c'était Louis de Funès, La soupe aux choux. D'accord. Ou Independence Day. Mais de très loin, vraiment, oui. Une idée très science-fiction du phénomène. Enfin, voilà, moi j'étais convaincu. C'était à Hollywood ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. J'ai pas du tout de, même si enfant, voilà, j'ai vécu quelque chose de marquant et je pense que c'est une expérience aussi qui a été liée à mon observation que j'ai fait à 18 ans. En fait, j'avais 6-7 ans, je me suis retrouvé, donc j'étais chez mes grands-parents, et je me suis retrouvé à me réveiller en fait en pleine nuit, dans le jardin, sur la pelouse, à regarder le ciel.
et je suis incapable de dire comment je suis arrivé de mon lit au jardin. Et ça a été un événement qui a toujours été troublant, parce que je me rappelle tout petit être debout, la tête en l'air, et à me réveiller à ce moment-là. D'accord. Et je suis intimement convaincu qu'il y a une causalité entre cet événement et mon observation que j'ai fait à 18 ans. Certainement. Ça suit le processus. Voilà, je pense que j'ai toujours été suivi, parce que quand j'ai nié le phénomène, il m'est revenu en pleine face et ça a complètement perturbé, chamboulé et changé ma vie. J'ai subi un burn-out à la suite de pression de mon entreprise. Et la nuit qui a suivi cette observation dans le Cantal, j'ai vécu des changements de vie énormes qui m'ont ramené à m'occuper sérieusement du phénomène ufologique, à faire des recherches, à travailler, à me documenter énormément, à prendre des responsabilités dans des structures ufologiques. Et à ce moment-là, ma vie s'est complètement éveillée. Ma vie s'est complètement éveillée. J'ai été indépendant financièrement, complètement autonome. Je peux vivre aujourd'hui, je peux le dire, de ma passion et être libre de ce que je veux entreprendre sans être dans le carcan travail, métro, dodo. J'ai cette chance. Et ce qui me permet de pousser encore plus loin mes recherches, et surtout de me connecter aux gens qui ont fait ces observations, parce qu'on a vraiment un lien énergétique entre les uns et les autres. Et des fois on sort en fait des événements qu'on avait oubliés grâce à cette connexion. C'est sûr. Et en revenant sur le 5 novembre 1990, est-ce que tu as rencontré d'autres témoins? Alors, en fait, le lendemain, sur la chaîne locale, enfin sur la radio locale, d'Angers, puisque c'est à Angers où ça s'est passé, il y a eu énormément de témoignages. Ce qui est très drôle, c'est que il y avait des voisins, donc dans les tours, c'était des petites tours, tours de 4 étages. Donc je pense que ça devait faire 30 mètres à peu près de hauteur. L'OVNI était juste au-dessus, à 40 mètres, à 10 mètres de notre tête. Il y avait toutes les lumières des voisins se sont éteintes, et on n'en a pas parlé, comme si on avait été les seuls témoins dans notre quartier, alors que tout était éteint. Tout était éteint, les maisons qui étaient devant, tout était éteint. Tout s'est éteint au fur et à mesure où l'OVNI a avancé tout doucement. Et on n'a pas eu d'autres voisins qui nous ont parlé le lendemain en disant voilà, t'as vu quelque chose hier soir, comme si on avait été privilégiés en fait dans cette observation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des observations, parce que depuis l'OVNI du 5 novembre, c'est vraiment mon livre de chevet. Donc j'ai rencontré beaucoup de témoins, pas sur Angers mais sur Nantes, qui ont fait des observations incroyables. Le 5 novembre 90, à Saint-Joseph-de-Porterie, donc juste à côté de Nantes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça a été repris par l'Éclair, un journal donc du coin, puisque l'OVNI a été vu au-dessus de la cathédrale de Nantes. Donc par des dizaines et des dizaines de témoins. Et moi j'ai recueilli à titre personnel un témoignage incroyable d'une personne qui faisait ses courses le 5 novembre 90. Il était un petit peu avant 19h. Elle se dépêchait avant la fermeture des magasins. Et là, elle observe cette masse noire énorme sur le côté droit de sa voiture, alors qu'elle était en déplacement.
Là, elle a sa fille qui est à l'arrière, qui se met à pleurer et qui se met à crier. Donc, elle passe son temps à essayer de calmer son enfant, et du coup, elle fait un peu abstraction à ce truc dingue à la droite de sa voiture. Elle fait un virage, et durant tout le virage, l'OVNI en fait la suit, toujours sur le côté droit en fait de sa voiture. Et au moment où elle se gare sur le parking de la grande surface, l'OVNI se trouve sur sa gauche. D'accord. Elle fait toujours abstraction de cette observation. Je pense qu'elle fait un blocage. Par contre, elle descend en fait de sa voiture, elle prend un chariot, elle met sa fille qui était toujours en pleurs et qui criait dans le chariot. Et là, elle se dit, bon, faut quand même que j'aille voir ce que c'est. Et là, l'OVNI se trouvait en face de sa voiture. Ça veut dire qu'il s'est déplacé à chaque moment de sa route, à la fois sur le côté droit. Quand elle a regardé sur le côté gauche, l'OVNI était là. Quand elle s'est garée, qu'elle a pris son chariot et qu'elle s'est mise devant sa voiture, l'OVNI était devant. Et là, observé par une dizaine de témoins sur le parking du supermarché. Et au moment où elle se dit, mince, c'est pas notre réalité, est-ce que c'est ce qu'on appelle un OVNI? L'OVNI disparaît. Comme s'il avait été là tout le temps pour lui marquer sa présence et lui dire qu'il était là. Et elle a témoigné longtemps après, parce qu'elle a profité d'un repas ufologique. C'est aussi pour ça que le concept des repas ufologiques est unique en soi. C'est qu'il permet aux gens d'être dans un cadre convivial et de se lâcher complètement. Et là, de retrouver des émotions ou des souvenirs qu'ils avaient un peu oubliés. Moi, j'ai la conviction, parce que il y a eu un échange télépathique avec ce vaisseau. Et depuis, en fait, depuis que j'ai accepté d'en parler publiquement, je pense qu'il y a un champ une case supplémentaire dans notre esprit, dans notre cerveau, que beaucoup de choses sont possibles, en fait. Et on n'a pas cette éducation-là. Et quand on accepte, en fait, ce fait-là, on a des sentiments d'intuition. Moi, aujourd'hui, j'ai des sentiments d'intuition médiumnique qui vont m'arriver parce que j'ai fait l'acceptation, en fait, de l'observation de mon OVNI. Dans son corps, dans son esprit, dans son âme, dans son mental, ça développe encore beaucoup plus de capacités qu'une personne lambda. Et quand on parle de la vague de 89, de la vague de 90, je suis convaincu qu'on va avoir, enfin je le sens dans mon corps et dans ma chair, une nouvelle vague d'OVNI qui va arriver très prochainement. Mm-hmm. Je le sens. En 1990, il m'avait dit, nous serons là et nous sommes présents et nous sommes ici sur Terre. Que sur ma deuxième observation en 2012, voyez, on est revenu. Et là, je sens en fait dans mon être qu'on va avoir une nouvelle vague très très prochainement. Pour moi, tous les éléments en fait se regroupent pour me dire qu'on va avoir une nouvelle vague aussi importante prochainement. Parce que pour l'instant, on peut le dire, hein, c'est calme. Oui. Nous, on l'a vu dans le CMS, ça chutait énormément, ça chutait mondialement de 200 cas. Que c'est pour encore plus rebondir que ça. Donc nous, on va avoir du travail bientôt. Vous allez avoir du travail énormément, ce qui va faire un grand plaisir chez vous. Et moi-même d'ailleurs, comme enquêteur. Si tu penses qu'il va y avoir une nouvelle vague, des nouvelles observations, est-ce que ça va toujours être sur la même forme, parce que ça a évolué quand même au cours du temps. Ouais, alors c'est une question complètement pertinente parce que pour moi, on va changer en fait de vaisseau, on va être sur des observations plus énergétiques, plus de boules de lumière, plus sur des sphères. Moi, mon vœu cher, c'est que ça ne soit plus la chasse gardée des militaires et de la défense intérieure.
mais que ça soit transmis aux scientifiques pour une étude vraiment complète et puis qui permette d'avancer sur l'étude du phénomène. Mille merci Cyril pour ce témoignage absolument fabuleux qui a eu lieu le 5 novembre 1990 à Angers, qui a été vu dans toute la France, cet ovni du 5 novembre 1990, et qui par extension ne peut que nous emmener 2 jours plus tard, le 7 novembre 1990, donc la même année, sous les cieux de la place Bonaventure, pour cette observation qui a été elle aussi vue par des dizaines de personnes et certainement par des témoins qui n'ont toujours pas désiré parler ou qui n'en ont peut-être pas trouvé l'utilité. Donc que vous soyez d'un bord ou de l'autre côté de l'Atlantique, contactez votre ufologue préféré de n'importe quel groupe. Je suis pas là pour prêcher pour ma paroisse, je suis là pour prêcher pour l'ufologie. Donc bien, contactez n'importe quel ufologue ou contactez Carole ou contactez le MUFON ou contactez BUFON Québec ou n'importe, mais que tout cela nous remonte pour qu'on arrive enfin à avancer et à nous coller ces pièces du puzzle et qu'on avance. Merci, j'espère avoir fait passer le message. Je vous remercie beaucoup pour cette première heure passée entre amis. Et puis, en deuxième heure, nous allons recevoir Sylvain Matisse. Je ne sais pas si vous connaissez Sylvain Matisse. Si vous êtes français, certainement. Si vous êtes québécois, un petit peu moins. C'est un auteur, un recherchiste sur les OANI, objets aquatiques non identifiés. C'est un personnage que vous allez avoir grand plaisir à écouter, qui est une personnalité forte et qui va certainement vous plaire par sa franchise, et c'est bien sûr ce que je recherche ici. Ce sont des gens francs à qui l'on peut donner toute sa confiance. Alors surtout restez à l'écoute et au retour de la pause, nous allons accueillir Sylvain Matisse. À tout de suite. Nous voici revenus et nous allons entendre Sylvain Matisse, qui est tout un personnage, comme vous allez pouvoir le constater, un personnage, non seulement un personnage, mais quelqu'un de très intéressant, qui va nous donner sa vision de l'ufologie et comment il s'engage dans cette mission. Parce que depuis 2008 que j'ai commencé, bon, on va dire une année blanche, parce que la première année, tu gommes un peu tout puis n'importe quoi, le temps de savoir si tu veux faire le truc sérieux ou pas. Et après, bon, t'engranges, et à partir de là, t'engranges tout, voilà. Et c'est ça qui te fait, comme en entreprise, c'est ce qui fait, on va dire, ton expérience. Donc moi, j'ai une certaine expérience, mais après, le fait d'être dans le MUFON, ce qui est intéressant, bon, je vais faire partager le peu que j'ai en expérience. Le peu, tu es modeste. Professionnel ou autre, mais surtout, tu reçois aussi, puisque bien évidemment, tu maîtrises pas tout, loin de là, et puis tu apprends. C'est ça, je veux dire, c'est en perpétuel, on est en perpétuel apprentissage. Oui. Oui, totalement. Puis ceux qui ne l'ont pas compris, ils vont pas loin, ou ils tournent en rond. Oui, voilà. Parce que tu sais, se pavaner, avoir de l'ego, voir son nom, machin, bon, on est tous contents, ça c'est la partie ego, on est content. Mais il faut vite s'en sortir, parce qu'autrement, t'es aveuglé par ça, et c'est pas ça qu'on demande. Et tu peux vite retomber. Oui. Oui. C'est très dur de monter les barreaux d'une échelle, c'est pas difficile de les descendre. Ça oui, en bas vite fait. C'est sûr. Donc moi, ce qui m'a plu chez vous, c'est sérieux. Après, j'ai eu le manuel de l'enquêteur qui m'était remis par Hugues, et quand j'ai lu le truc, j'ai dit bon, au moins ça répond à mes attentes. J'ai vu qu'effectivement, le contenu, il y a du contenu. Eh bien, j'ai potassé dessus entre 1 heure et 3 heures par jour, donc ça fait une moyenne de 2 heures. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, tant pis. Mais c'est pas pour baisser, c'est pour dire si ça va pas, que ça va pas.
Sylvain Matisse et Héra, sa compagne, son amoureuse, font partie des signataires du collectif dont je parlais en début de cette émission. Voilà ce que Sylvain en pense. Le projet, pour moi, il était d'aplomb. Voilà, on s'est dit, bon, c'est bien. Pour une fois, ça va changer des bagarres de l'ufologie. Il faut que l'on soit en dehors, il faut que ce soit l'objectif. Alors, on rappelle ce que c'est, que cette... Oui, je te laisse... Donc, le collectif d'intervenants sur le phénomène ufologique, les organismes officiels, ou services d'État déclassifient certaines archives, ça c'est des demandes. Donc, il y a 4 points, dont aussi on demande le sérieux du traitement du phénomène ufologique par les médias. Ça devrait être la plus simple à obtenir, c'est le respect des médias vis-à-vis de l'ufologie. Je suis tout à fait d'accord. Alors ceci va fonctionner à condition que les gens respectent le travail. Et là, il faut faire très attention à ce qui est véhiculé aux médias, puisque la moindre erreur, elle va être fatale, puisque l'ufologie, elle est mal vue. Donc il faut prendre que tu as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, et tu as fait le faux pas, tu es fendu en deux. Donc il faut quelqu'un d'aplomb. Bon, il y a du travail, hein. Non, mais il y a du travail, c'est comme tout. Voilà. Alors pour faire admettre le phénomène, il faut y aller pas à pas, parce que tout le monde n'est pas à pied d'égalité. C'est ce que j'ai mis dans mes livres. Je te l'ai expliqué ça aussi au téléphone. Oui. Si tu dis aux gens, tu parles, je veux dire, trop abruptement d'abduction, tout ça, alors qu'ils OVNI à la base sur objet volant non identifié, ils vont pas comprendre. Non, parce que eux ils sont dans les couches et nous on est à la maternelle, on a un niveau nous avons et pas les autres. Donc, c'est ça qu'il faut se méfier, quoi. Dans ce qu'on véhicule, il faut déjà persuader que les ovnis, ce sont des faits. Après, il y a des théories, ça c'est autre chose, ce sont des théories, c'est l'interprétation. Objet volant non identifié ou phénomène aérien ou aérospatial non identifié ou observation aquatique non identifiée, on est sur des faits qui sont relevés par des professionnels. Le contrôle aérien, le contrôle maritime, les pilotes, les marins, etc., avec des gens lambda, des gens comme toi et moi, on est sur des faits. Et après, ce sont les théories qui sont sujettes à caution. Il faut commencer par le départ. Si on veut capter sensiblement les médias officiels qui sont de nature sceptique, il faut déjà qu'on s'égare pas trop dans des choses. Moi, c'est ma conviction. Être prudent, si on veut griller les étapes, on va se griller. Ils vont se dire, ouais, c'est une bande d'illuminés, on va être catalogué comme ça c'est sûr. Donc voilà, enfin moi je te donne un avis, je dis pas que tu as raison. Non, mais moi, je m'adresse à mes lecteurs comme tel. Quand je suis attaqué entre guillemets sur mon lieu de travail, où les gens sont très terre à terre et très près de leurs petits soucis personnels et quotidiens, et ça se peut se comprendre, je ne suis pas convaincu en disant que Truman ou Eisenhower a fait un accord avec des aliens. Si je commence par ça, donc, je renforce dans leur truc. Je leur dis simplement, un pilote de chasse qui a potentiellement 2 ogives nucléaires sur les ailes de ses avions, quand tu veux y voir un ovni, tu le mets dans quelle catégorie? Parce que le mec, par rapport à son niveau d'études, par rapport à ses responsabilités, là on a un souci. Si je prends Jack Green, qui était leader solo de la patrouille de France, instructeur sur Mirage 3, le mec qui te raconte qu'il avait un ovni, franchement ça fait peur si le gars il hallucine. Parce que tu te dis potentiellement c'est des mecs qui font des exercices, des fois qui sont en mission réelle, qui traversent la moitié du continent ou la totalité du continent, ils voient une licorne dans le ciel, dans un problème. Si là c'est 2 missiles nucléaires, on est dans la merde. Donc là, tout de suite les gens, ils voient tout de suite les gens, ils se rendent compte que voilà. Sylvain Matisse, tu dis que c'est un déliot, comme on dit chez nous, que c'est quelqu'un qui se la raconte, vu son niveau. Ok, moi je prends. Mais que fait-on du contrôle aérien? Que fait-on des pilotes de chasse? Que fait-on des ingénieurs? Dans ce cas-là, dans quelle catégorie on les met? Est-ce qu'on est dans les joues ou pas? Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Des astronautes aussi, hein, bien sûr. Oui, voilà, bien évidemment, oui. Et donc, moi je prends que 2 organismes. Or le GEPAN, c'est pas notre tasse de thé aux ufologues, mais n'empêche que les Américains, et je pense que tu vas me confirmer, nous, on a eu contact avec des Américains. Et il y en a, il a dit, vous ne savez pas la chance que vous avez en France. Exact. Parce que le fait que c'est un institut d'État, parce que le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales, il faut quand même le rappeler, c'est financé par l'État, que cette structure existe, rien que le fait que cette structure existe, eh bien, ça veut dire que le phénomène existe. Rien que ça devrait vous suffire. Aux États-Unis, nous n'avons pas cette chance.
Alors moi j'ai halluciné quand j'ai entendu ça. Ouais. Comme c'est vu de l'autre côté de l'Atlantique. Ils citent même la France en exemple. C'est un peu fort, hein, mais c'est ce qu'ils disent, avec le rapport Cometa et avec le GEPAN. Bon, nous, on voit pas ça du même œil, mais eux, ils voient ça comme ça. On a de la chance. Oui, on a une certaine chance. Et comment te dire, quand tu es sur un ring de boxe ou un tatami, on boxe avec des catégories, on combat. Il faut que l'on se mette dans cette catégorie-là. Si on est hors catégorie, on prend une bûche. Donc, simplement, le GEPAN, il faut juste se servir, puisqu'ils se servent de nous, il faut se servir pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, si vous êtes en place, si ce sont nos impôts qui vous paient, c'est que le problème est réel. Les lampes thaïlandaises, les drones sont réels, mais c'est pas ce qu'on vous demande. Parlez-nous des pourcentages, et c'est vous qui les avez mis, c'est pas nous, les pandés, les 6, et quelques pourcents, que vous allez vous empresser de descendre à 1%. Mais ça veut dire que même 1%, ça existe. Parlez-nous de cela, s'il vous plaît. Parlez-nous pas qu'il y en a qui a confondu Vénus au lever du soleil, ou une étoile variable qui change de couleur, qui passe du bleu au vert, ou de l'orange au rouge. Parlez-nous pas de ça. Parlez-nous pas des lampes thaïlandaises. C'est bien que vous le mentionnez, qu'il y a des méprises. Ok, pour notre instruction. Mais parlez-nous, s'il vous plaît, des 10%, ou des 6%, ou des 5%. Perdons pas notre temps, s'il vous plaît. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que je vois ce que tu veux dire. Et là, tu élèves le débat. Et si eux ne veulent pas élever le débat, eh bien, voilà, on leur dit, finalement, bon, vous êtes une vitrine de communication. Et vous dites simplement ce que vous dites faire. Donc derrière, c'est les militaires et l'État. Appelons un chat un chat. C'est là qu'on apprécie notre Sylvain avec son franc-parler, hein. Bon, des fois, ça me dessert. Mais moi, je m'en moque. Parce que moi, l'ufologie, c'est un loisir à la base, qui me prend beaucoup de temps et qui me mange un peu d'argent. C'est mon métier, moi, qui me nourrit. Tu comprends? Bien sûr. Ouais, moi je travaille chez Framatome, c'est Framatome qui me nourrit. Donc eux, je leur porte total respect et je fais attention à ne pas véhiculer des secrets professionnels. Voilà. Ça, c'est la partie obligatoire, c'est vital pour moi. Mais par contre, l'ufologie, je ne prends pas la tête. Les gens disent que je suis mauvais, ils ont peut-être raison. Ils disent que je suis un pseudo-scientifique, j'assume. Je n'ai pas de cursus de bac plus S, jusqu'à le preuve du contraire. Simplement, je m'instruis sur des bases. On ne raconte pas n'importe quoi. Ni en astronomie, ni en quoi que ce soit. Quand on dit qu'il y a de la vie sur Vénus, moi je veux bien. Mais Vénus, c'est 400 degrés en surface. Maintenant, il y a un outil qui s'appelle Google. Les gens, ils se disent que c'est des bêtises. Eh ben, ils tapent ciel et espace, et puis ils tapent Vénus. Et puis ils vont avoir tout sur Vénus. C'est pas compliqué, si on veut faire des recherches. Donc voilà. C'est tout, je veux dire, on s'instruit pas. Et quand vous avez des rigolos, comme les sceptiques, là, qui s'amusent, je ne vais pas te dire leur nom pour pas faire de pub. Non. Mais moi j'appelle ça des clowns, parce qu'ils sont très très bien élevés au niveau scientifique, mais ils n'ont pas pris en compte les rapports des militaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, comme disait M. Morisson hier, avec Isor à Toulouse, comme il le disait, quand on parle d'un sujet, ça veut dire qu'on a au minimum étudié. Moi, il y a des gens d'entreprise qui me faisaient les questions et les réponses. Et écoute, si c'est pour un tournoi de singes, ben on va rester à ce niveau-là. Maintenant, si c'est sérieux ce que tu me dis, ben commence à potasser le sujet. Et quand tu seras à mon niveau, qu'on aura la même base, là, tu vas voir, c'est intéressant. Si maintenant c'est un convaincu juste pour te foutre de ma figure, ben tu sais quoi, ben, on va délirer là-dessus, mais on va pas avancer. Hein. Donc voilà. Alors si c'est ce que tu cherches, c'est me ridiculiser, ben t'es content. Et maintenant, ça t'apporte quoi? Maintenant, si tu veux parler du sujet sérieusement, s'il te plaît, potasse, hein? Ouais, mais tu as vu un petit peu, hier soir, moi j'ai vu, et puis Guillaume de Nurea TV aussi, il l'a souligné, il y a eu des petits malins qui dézinguaient un peu, enfin c'est tellement facile lorsque tu fais rien de... Guillaume, je vais te défendre. Déjà c'est un ami, mais surtout parce qu'il avait raison. Moi aussi j'ai vu des gens qui avaient les masques, et c'est là, mais c'était pas une réunion Covid. Que je sache. Moi j'ai mon avis sur le Covid et toute cette mascarade, c'en est une, c'est clair, mais c'était pas le sujet. Le sujet c'était qu'on veut un groupe représentatif vers les officiels, les médias mainstream, etc. Concernant le sujet OVNI. Les masques, ce n'est pas le souci, et le fait que les gens avaient le masque, c'est tout à fait normal puisque c'est visualisé en vidéo, et au moins on va pas leur mettre une amende ou les prohiber parce qu'ils ne respectent pas les règles. Tu comprends? Moi, je vois même dans les médias mainstream, je regarde les rencontres j'aime le sport. J'ai regardé la finale de la Coupe de France, Saint-Etienne, PSG. Oui, voilà, la Champions League. Alors, t'as le staff technique et les remplaçants qui ont le masque. Et puis, à la présentation des équipes, t'as les 3 arbitres et les 2 équipes.
ils n'avaient pas le masque et il n'y avait pas 1 mètre de distance. Mais c'est une parodie. On est en train de dire aux gens, vous allez prendre 135 balles d'amende si vous êtes pris à pas avoir le masque à tel endroit, mais ils ne montrent pas l'exemple même. Donc hier, le sujet n'était pas le masque, mais pour le coup, Isor et les gens qui l'ont mis à table, ils avaient raison. On ne peut pas les attaquer sur ce point-là. Mais non, ça veut rien à voir. De pouvoir représenter officiellement les ovnis qu'on est sérieux, on commence de respecter les règles, au combien même qu'elles ne nous plaisent pas. Mon entreprise, ça ne me plaît pas, c'est le masque, point barre. Si je ne mets pas le masque, c'est la sanction. J'ai beaucoup aimé la conclusion de Guillaume qui a dit que... Alors déjà, c'est un sujet difficile, et en plus, en ce moment, les gens, tu les sens à cran, complètement à cran, donc ça part un peu dans tous les sens, quoi. Oui, parce que... Puis nous, on arrive là, avec nos petites affaires d'aliens, dans un monde où les gens, ils en ont peut-être rien à faire de ça, où ils sont tellement énervés par l'atmosphère ambiante. Alors on vient les énerver encore un petit peu plus. Oui, parce que disons, Janice, ce qui est dingue avec cette histoire de Covid, c'est qu'il y a encore deux catégories de personnes. Et maintenant, tu as les masques et les anti-masques. Il va falloir qu'on s'arrête là-dedans. Parce que comme le disait Guillaume, il ne faut pas qu'on leur donne le plaisir à ceux qui nous gouvernent, ceux qui prennent. Il ne faut pas qu'on leur donne le plaisir qu'on se chamaille. Exact. Entre nous. Ah non mais vraiment le problème il est là, il faut qu'on fasse avec. Il y a des règles, c'est l'État qui les donne. Malheureusement, nous sommes obligés de les appliquer. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Et le sujet d'hier n'avait rien à voir avec les états d'âme comparés à ce que l'on vit aujourd'hui. C'est tout. Alors on pourrait rebondir là-dessus, par contre, on pourrait dire, les gens de notre époque qui croient avoir tout connu. Si moi l'année dernière on m'avait dit tu auras un masque comme dans les films de science-fiction, quelle alerte, tel virus, je t'aurais dit arrête de fumer. Donc on voit qu'on n'a pas tout connu. Maintenant, je remets ça au niveau de l'ufologie. Ouais, bon. Peut-être qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et ceux qui nous prennent pour des bénis oui-oui au niveau des aliens, tu ne me contrediras pas, c'est plutôt extraterrestre, d'accord? Eh bien, quand les agences spatiales vont annoncer qu'il y a une vie ô combien même microbienne, c'est ce que je réponds moi à mes détracteurs. Je dis, mais t'as pas besoin d'avoir peur. Hein. Je vois d'ici 2035, on aura la réponse. Hein. Pourquoi? Parce que les télescopes spatiaux, ils sont de plus en plus performants. Les radiotélescopes, la Chine en est en train d'en monter un, il va être 100 fois plus puissant que le plus puissant actuel au monde. Hubble, il renvoie des résultats, alors qu'il est en fin de vie, il renvoie des résultats de plus en plus probants. Derrière, il y a TESS qui est là, le JWST, le James Webb Telescope qui va bientôt partir. Là, ça va aller vite. Et d'autant que nos exobiologistes, dont les chimistes, les biologistes, unicellulaires, etc., ils redéfinissent une zone habitable. Pourquoi? Parce que sur Terre, avant, on pensait que les zones n'étaient pas habitées. Et lorsque je m'occupe des OANI, je fais un peu de sonographie, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'on pensait qu'il n'y avait pas de vie au-delà de 2000 mètres de profondeur. Tu comprends? Parce qu'au-delà de 200 mètres, on disait que les rayons solaires ne pénétraient plus. Donc la photosynthèse ne peut pas fonctionner. Sauf qu'il y a eu des gens comme le commandant Cousteau, il y a eu des Américains, tout ça, qui ont fabriqué des soucoupes sous-marines. Le dernier en date s'appelle quand même James Cameron, le réalisateur d'Avatar, que j'ai salué dans mon livre, parce que c'est un explorateur et c'est tout ce que j'aime. Lui, il a mis ses deniers dans de l'utile. Eh bien, on voit qu'il y a de la vie. Et là, par contre, on est dans les ténèbres, on est dans les pires zones de pression et de température. Et pourtant, il y a de la vie. Donc, ça redéfinit une zone habitable au niveau d'un système solaire. Et ça, c'est important, Gianni. Parce qu'à partir de ce moment-là, il va tout falloir redéfinir. Moi, dans mon premier livre, j'ai le culot, le toupet, de démonter la formule de Frank Drake. Mais je n'ai pas le quart de son niveau. Et comment je l'ai fait? Simplement sur un point. Et c'est lequel? Les exoplanètes. Pourquoi? Quand il a fait sa formule, les exoplanètes n'étaient pas prises en compte. Pour eux, n'existaient même pas. C'est le duo Kellos-Mayer à l'Observatoire de Haute-Provence en 1995 qui ont découvert la première avec la méthode de transit qui s'appelle Pégasi 51b. Et les exoplanètes, on en est à 4400 aujourd'hui officiellement, et le nombre ne peut qu'augmenter exponentiellement grâce à deux instruments. Il y a eu Corot de l'ESA et il y a eu Kepler. Et maintenant, il y a TESS et il y a d'autres instruments qui prennent le relais. Eh bien, c'est ça qui va redéfinir les zones habitables. Zone habitable ne veut pas dire forcément habitée. On est d'accord? Mais ça veut dire que ce sont des candidates. Et par rapport à cela, eh bien, moi, j'annonce à +/-5, dans mon métier où on parle en durée, on a des tolérances, et ben là je veux dire à +/-5 années,
je pense qu'autour de 2030-2040, vers 2035, on aura une fois pour toutes la réponse scientifique, ce que les sceptiques nous dégomment, que la vie extraterrestre existe. Alors certes, on aura peut-être découvert que des extrémophiles, des micro-organismes, mais c'est un point de départ, parce que dans la tête des gens, ça va tout débloquer. Qui dit micro-organisme dans un endroit, dit peut-être un animal à fourrure ou à coque dans un autre. Et qui dit animal sur une autre, dit peut-être civilisation. Et là, les gens vont commencer à s'ouvrir pour de bon. Puis ces extraterrestres, ce sera plus de la fantaisie, du fantasme de quelques hurluberlus, ce sera devenu une réalité. Ce sera une réalité, et puis ça sera presque naturel. En quelque temps, ça deviendra naturel. Nos jeunes, par exemple, de science-fiction, sont déjà imprégnés. Ils sont... moi, je dis à mes enfants, vous êtes une étape charnière. Et votre étape, l'étape charnière, celle de votre vivant, quand vous aurez mon âge, vous aurez vécu tellement de choses. Malheureusement, il va y en avoir des très désagréables, suite à la technologie, suite à ce que l'on voit au niveau social. Mais d'un autre côté, vous allez vivre des choses formidables à côté. C'est la révolution de la cosmologie. On va rentrer dans la physique quantique, c'est-à-dire le summum. On va rentrer. Parce que là, elle était décrite au départ, hein. La physique quantique que Planck parlait, au départ, on disait, là aussi, ce sont quelques renégats scientifiques. Mais quand on regarde bien, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On y rentre de plus en plus. Et après, si je prends les travaux de Jean-Pierre Petit, que Jean-Claude Bourret signale de temps en temps, il est en train d'avoir raison sur pas mal de choses. Les raccourcis, et que la matière noire, c'est plutôt une charge négative. Donc on évolue. Ce sont les scientifiques qui nous font évoluer. Donc c'est avec la science qu'on va évoluer. Donc moi, je ne prends pas beaucoup de risques en disant que d'ici 2035, la vie extraterrestre, eh bien, elle sera admise ou pas. Et moi, je penche pour le côté admis. Parce que quand on regarde le biotope qui existe au sein de notre propre planète, la vie, elle est partout. En altitude, au niveau marin, au niveau sous-marin, dans l'atmosphère, on a, des animaux dans la terre, des animaux qui volent, etc. Ce sont des milliers d'embranchements, des millions d'espèces. À partir de là, on a le laboratoire naturel qui s'appelle Terre. Donc la vie ailleurs, elle est forcément ailleurs également. Elle existe. Sous quelle forme? Là, je ne sais pas. Ça dépendra de la topographie du terrain, hein, pour faire court. Donc voilà. Tu as déjà débattu contre un scientifique qui n'avait pas les mêmes vues que toi. Ça t'est arrivé? Ouais. Et ça, c'est quoi, ça s'est terminé? Vas-y. Je suis pris la tête au niveau de Mars. Parce que j'avais dit que peut-être qu'on aurait des antécédents martiens. Et quelque part, il y en a un qui me fait plaisir, il s'appelle Michio Kaku. Michio Kaku, je suis en train de lire son livre. C'est bizarre, parce qu'il a fait la même forme que moi, il a repris ce que j'ai mis dans le premier. Sauf qu'il ne m'a pas plagié, et que lui, c'est beaucoup plus élaboré, parce que c'est un scientifique. Je parlais dans mon premier livre des voyages du futur spatiaux. Et là, il a développé un bouquin, mais ça vaut ce pesant d'or. Et tu sais ce qu'il dit, Kaku? Vous voulez savoir à quoi ressemble un extraterrestre? Eh bien, regardez-vous dans une glace. Voilà, c'est ça. Pourquoi il dit ça? C'est exactement ça. Nous sommes atomes. Et l'atome, il est partout dans l'espace. À partir de ce moment-là, on joue avec les mots. Mais je suis désolé, et c'est ce que je dis aux gens, je suis désolé. En effet, on est constitué de cellules au niveau microscopique. Je suis d'ailleurs dans la recherche spatiale, on commence avec le très très grand, l'infiniment grand. Ce sont des télescopes, des lanceurs qu'on envoie avec des satellites, avec des sondes, des robots. Et on fait l'extrêmement petit. L'extrêmement petit, on est plutôt dans le microscope. Eh bien, on va au LHC à Genève, dans un accélérateur de particules, pour essayer de comprendre la soupe primordiale, l'univers, comment il s'est formé. Vrai ou faux? Donc, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, ça se rejoint en un point, finalement. Il faut tous les détails, c'est toute la difficulté qu'on est scientifique de prouver qu'une particule peut atteindre ou non la vitesse de la lumière. Le neutrino, dans un premier temps au LHC, ils avaient dit qu'il l'avait atteint, mais il y avait eu 2 erreurs au LHC de 2 instruments. Je ne sais plus lesquels, si c'était Alice, CMS ou Atlas. Bon bref, sur les 4 instruments au LHCb, sur les 4 instruments du LHC, je rappelle, le LHC c'est 27 km de circonférence et 100 mètres sous terre entre Genève et la France. Entre exactement, il y a 250 pays que j'ai visités, il y a quelques années que j'ai mis sur mon blog. Ils sont sur la recherche de la matière noire, de l'antimatière, etc. Donc voilà. Alors moi quand je débat avec un scientifique, j'essaye de me mettre à niveau. Je ne vais pas voler bien loin, puisque si la personne me présente des équations, il va me couler, on est bien d'accord. Je n'ai pas de cursus. Mais je me moque, moi. Moi, je me sers des résultats qui sont mis par ces mêmes gens dans des magazines, dans des revues.
C'est tout. Ouais, tu les mets à mal, hein, comme on dit, hein, c'est sûr. Comment? Je ne sais pas si c'est une expression québécoise, mais ça dire tu les mets à mal. Bah oui, parce que Cindy, les extraterrestres n'existent pas. Je fais des extraterrestres, ils n'existent pas. Bah n'importe quoi, prouve-le-moi. Bon, voilà, fin de l'épisode. On peut dire autre chose. Tes parents sont en vie? Oui. Tu les aimes? Oui. N'importe quoi. Parce que tu les couvres de cadeaux, parce que tu leur fais un bibi, parce que tu leur dis que tu les aimes. Ouais, mais moi je dis que c'est peut-être leur côté en banque qui t'intéresse en fait. Un sceptique que tu veux être con, il aura toujours le dessus. C'est tout. Ah, excellent. Excellent. Donc, moi je boxe dans la même catégorie. Voilà, exactement. Je ne vais pas chercher midi 14h, je ne vais pas commencer à dire tout ce que je vois qui est plus ou moins douteux. Hein, comme par exemple Eisenhower, dont la fille a révélé que son père avait conclu un pacte avec les extraterrestres. C'est trop douteux, on n'a aucune preuve de cela. Là j'en parle aujourd'hui pour donner un exemple. Mais pour moi, c'est pas un truc probant. Maintenant, on me dit que JANAP 146 est un texte de loi, la régulation par rapport pour la circulation aérienne. Là, on est sur du concret. Ouais, d'accord. Voilà, c'est tout. Hein. Non, mais tu as une façon d'aborder les choses qui convaincrait le plus, j'allais dire même mon père. Comme je t'ai dit, même tes livres, on peut les mettre entre toutes les mains parce que tout le monde peut les lire, tout le monde peut comprendre. Tu as une façon d'exprimer les choses que, même si on n'est pas scientifique et même si on n'est même pas croyant, t'es peut-être un gourou, qui sait. En tout cas, avec mes livres, ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller chercher le sceptique, justement. Ah oui, ça c'est sûr, on le sent tellement. Oui. Pas l'ufologue ou le témoin. Respect pour eux, attention, respect pour eux. Mais simplement, parce qu'autrement, comme je te le disais l'autre fois, c'est se convaincre dans une chapelle. Et moi, je me dis, si l'on veut, et là, ça rejoint le projet de Isor, Franck et tous les 25 que nous avons signés, 25-28 que nous avons signés. C'est exactement ça. Si l'on veut convaincre le profane, il faut y aller avec des arguments. Et les arguments, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h à faire le sensationnel. On peut avoir des choses, mais quand on n'a pas la preuve, même si on est persuadé que c'est la bonne, parlons de théorie ou d'hypothèse. Parce qu'une hypothèse ou une théorie, c'est fait pour être démontée. Tant qu'elle ne l'est pas, elle résiste. Si un jour elle l'est, c'est poubelle. Si elle est validée, ça devient un fait. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Donc mes livres, je suis adressé aux sceptiques. Pourquoi? Parce que si on réussit à être de plus en plus de gens à se poser de questions, peut-être que les politiques, pour se faire élire, vont aller là-dedans. Et ils vont se dire, dans leur programme, ils vont se dire, ah ben moi, comme ça se passe aux États-Unis, je dévoilerai certains secrets défense notamment, au niveau de certaines opérations en cadre de combat, mais également au sujet des ovnis. Et à partir de ce moment-là, on va changer la donne. Donc c'est pour ça que moi j'ai cherché sceptique. Alors je prends des portes de la figure, à commencer par notre filière. Parce que bien évidemment, les gens ne voient pas tout ça de cette oreille. Mais vous perdez du temps, les extraterrestres sont toujours là, ils ont toujours été là, ils sont là. Vous faites pas avancer le public, vous avez 40 ans de retard. Je n'ai pas de retard, moi. Simplement, vous avez des gens qui ne sont pas au niveau. Si vous voulez, moi si j'explique un truc à ma fille qui est de niveau, bon j'ai pas le niveau, mais supposons que j'ai le niveau BTS, ma fille elle a 13 ans, elle va rien comprendre. De retour après la pause avec encore plus de fun. Après cette courte pause, nous allons retrouver Sylvain Matisse pour la dernière partie de notre émission et nous lui posons la question, c'est quoi des OANI? Pour moi, les OANI, ce sont les observations aquatiques non identifiées. Dedans, il y a ce que l'on appelle des objets aquatiques non identifiés. Donc, si on se réfère à des témoignages liés à l'ufologie par rapport aux ovnis, ce seraient les ovnis qui sont capables d'aller dans l'eau et d'en ressortir. Simplement, moi, j'ai renommé observation parce qu'on peut avoir affaire à des choses naturelles. Et aussi, il y a des mystères marins qui peuvent être, qui ne peuvent que concerner le milieu marin. Par exemple, si tu prends les sons sous-marins, là, on n'est plus dans les ovnis. On est dans des sons sous-marins inexpliqués. Donc, là, on est bien dans des observations. Pour le coup, c'est pas visuel, c'est sonore. Ouais. Donc, voilà pourquoi j'ai renommé le haut observation qui me permet de glisser dedans, éventuellement, les objets.
des choses qui soient enfouies sous l'eau ou des choses qui soient manufacturées, qui naviguent dans l'eau et pour certains critères, enfin certains spécimens qui sortent, rentrent dans l'eau et voire même quelquefois de la glace, l'eau gelée. Est-ce qu'on parle de La Russie, la Scandinavie, surtout ces pays-là, quoi. L'Arctique, tu sais, vers la Baltique là-bas, toutes ces eaux froides, quoi. Toutes les eaux froides. Alors, les eaux froides, quoi. Alors, lac gelé, voilà. L'Antarctique, c'est difficile l'Antarctique. Il y a personne pour aller voir là-bas, mais bon. Alors, l'Antarctique, tu sais, il y avait eu l'histoire qu'Amiral Byrd, je sais pas si tu connais. Oui. L'opération High Jump. Vas-y, raconte, c'est intéressant. L'opération High Jump, déjà l'amiral Byrd, c'était un militaire, mais qui faisait de la science océanique, de la cartographie, on fait des trucs comme voilà. Les Américains ont monté une expédition avec des centaines de bateaux. L'opération de mémoire devait durer 3 mois, je crois. Elle a duré que quelques semaines parce qu'ils auraient essuyé un échec. Il y a eu un incident lors de l'expédition. Il y a des sources qui parlent que une partie de la flotte a été décimée par des objets inconnus, quoi. Est-ce que l'amiral Byrd et son équipe étaient attendus par les Allemands? Parce que là, on est à l'époque de l'Allemagne nazie. Ou alors, certains prétendent qu'il y avait des disques volants et que ce serait ça qui aurait mis un terme à l'expédition de Byrd. Alors, l'amiral Byrd était quelqu'un qui aimait se montrer, de commenter ses expéditions, etc. Et depuis cet incident, il s'est fermé, quoi. Donc il y a des choses, voilà, on est dans la spéculation, faut quand même le dire, hein. Mais on n'est pas dans la spéculation par rapport à l'incident que l'expédition a essuyé, quoi. Mais par contre, de quelle nature était l'incident, là on est dans la spéculation. Voilà. Alors voilà, donc si c'était des choses qui sortaient de la flotte, alors encore plus si c'était des ovnis, quoi. Il y a des tas de témoignages, hein, avec des choses de la glace en Suède, il y en a eu. Des gens qui revues des lueurs, mais que la glace était perforée. Enfin, c'est assez intriguant. On aurait des spécimens qui sont capables de se mouvoir dans l'élément liquide, même au combien même que cet élément liquide devienne solide, puisque l'eau, on sait qu'à l'état, quand elle est gelée, elle est en état solide. Ça fait partie de nos recherches. Alors bien sûr, les réponses, on les a pas à l'heure actuelle. Moi, je ne les ai pas. Quel est le cas, quel est le témoignage ou l'histoire qui t'a le plus impressionné? Il y a l'affaire du crash de Shack Harbor en Nouvelle-Écosse. Alors celle-là, elle est mentionnée dans mon bouquin, dans mon premier livre. Et j'ai fait un complément d'enquête dans mon deuxième livre. On est vers le port d'Halifax. Les gardes-côtes sont alertés, la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Et puis à l'arrivée, il n'y a aucune épave, il n'y a aucun cadavre, aucun survivant. Et il y a une espèce de mouche jaune qui trouve dans l'eau lorsqu'ils sont le lac. Il y a même des témoignages qui disent qu'il y avait un truc qui était en sustentation au-dessus de l'eau et qui plus tard en est ressorti. Donc ça c'est l'affaire de Shack Harbor. Et là, pour le coup... C'est un des plus grands cas qu'il y a eu au Canada, ça. Hein. Ouais. Pour moi, c'est l'archétype phare des OANI. On peut dire que c'est un cas d'ovni, mais on va dire qu'il est amphibie. Donc pour moi, on est bien dans un objet aquatique non identifié. Amphibie, c'est bien ça. À partir du moment que tu as un véhicule qui soit capable de se mouvoir dans l'eau et en ressortir, il est amphibie. Eh oui. Si on prend le Charles Leclerc, alors le Charles Leclerc, il va pas dans les grandes profondeurs, mais il est capable d'aller dans la flotte. Le char français, là. Oui, bien sûr. Donc il est amphibie par excellence. Donc voilà, donc il y a le crash de Shack Harbor, et plus récemment, pour moi qui est peut-être détrôné, c'est celui des Nimitz. C'est pour ça qu'avec Emmanuel, du site Area 51, et avec Nick Pope, qui a préfacé mon deuxième livre, moi quand j'ai dit à mon éditeur que ce cas-là, je voulais l'intégrer au livre, il m'a carrément dit fonce. Il dit tout à fait. Il dit ce serait pratiquement un crime, une faute professionnelle de ne pas parler de l'affaire du Nimitz en 2004. Parce que, par excellence, on a vraiment le truc au-dessus de la flotte. Et quelques jours avant, l'USS Princeton, le destroyer, avait été confronté à un truc qui est carrément sorti de l'eau. Quelques jours avant. Hein. Ouais, qui est plongé de l'eau, qui est ressorti en 2 bouts, quoi, sans effet de splash. Ça, c'est assez hallucinant, parce que l'eau n'a même pas éclaboussé. Alors, tu m'étonnes que moi, je suis à fond là-dedans. Parce que là, pour moi, c'est un peu le Roosevelt des mers. On va appeler ça comme on veut, hein. Voilà. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et donc, le cas des Nimitz, par rapport aux révélations du Pentagone et du programme ATIP, hein, qui avait été mis au jour par Lucie Sondo, appuyé par les Slikin, relayé par les médias, dont Nick Pope également. Parce que lui, il dit, on pensait qu'en étant alliés les plus proches des États-Unis, l'oncle Sam nous disait tout. Or, on apprend qu'ils ont développé un programme à notre insu. Donc, ils nous disent pas tout.
Alors à partir de là, est-ce qu'ils nous ont caché de la technologie? Est-ce qu'ils nous ont caché des résultats sur ces affaires d'OVNI? Parce que toi en plus, tu es en contact avec Nick Pope. Oui. Comment ça s'est passé ce contact-là? Oh ben, je l'ai eu grâce à Emmanuel, parce que quand on a démarré nos blogs, Facebook n'existait pas, ce réseau social. Donc c'était par mail. Et puis elle l'avait dans ses contacts, parce que Maria marchait très fort. Bon, elle l'avait dans ses contacts. Et puis moi je dis, ouais, t'as Nick Pope, trop bien. Alors du coup, moi je suis envoyé ce que je faisais sur mon blog, alors que j'étais un novice. Et puis il a apprécié ma façon d'aborder les choses. C'est-à-dire, avant de crier au loup, comme on dit, et tout est extraterrestre, moi j'essaie de comprendre déjà si c'était pas de chez nous. Voilà. J'ai voulu commencer par, en étant à la manière sceptique, en étant très terre à terre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu intégrer la science et la technologie, dont le nom du site, UFO et Science, pour avoir pas que des informations à titre ufologique seulement, même si c'en était le but, c'était aussi d'avoir des informations sur l'ingénierie et sur les sciences, les programmes, les recherches, les projets, les résultats de certaines recherches, comment définir une zone habitable, etc. Voilà, donc moi je me suis penché sur tout ça. Et après, quand le réseau social Facebook a pointé son nez, puis que moi je me suis inscrit quelques temps après, en demande d'ajout Nick Pope, en mentionnant qu'on se parlait quelques fois par mail. Donc il a bien évidemment accepté. À partir de là, quand j'ai fait le premier livre, j'ai demandé si je pouvais le solliciter. Voilà, il m'a dit bon, envoyez toujours, ok. Donc j'ai posé une question dans le premier livre. Petit extrait où Nick Pope a accepté de répondre sur les OANI. Est-ce que les OANI étaient pris en compte au Royaume-Uni? Il a répondu, je vais pas spoiler la réponse. Et puis bon, voilà, j'ai envoyé un livre. Et après, il était très très content. Je lui ai dit, si éventuellement je faisais un second ouvrage, est-ce que vous accepteriez la préface? En sachant même pas que j'allais faire une suite, tu vois. Mais je me suis dit, pendant qu'il est content, on en profite. Non mais voilà. Et puis, non, tu sais, je dis la vérité. Bon. Et puis, en fin de compte, il a dit, on verra à ce moment-là, envoyez toujours. Et lorsque c'était le cas, je lui ai envoyé. Et après coup, c'est là aussi que j'ai sollicité Robert Salas pour une interview, ce qu'on appelle une tribune libre. Mon éditeur appelle ça une tribune libre, les interviews dans le livre, pour certaines personnes, Jean-Louis Laillot, LDLN, et Robert Salas, et puis quelques ufologues hein, puissent s'exprimer à travers mon deuxième ouvrage. Donc Nick Pope, c'était grâce à Emmanuel, il a très vu. Je pense que j'étais pas un hurluberlu, quoi. J'étais sérieux dans ma démarche. Voilà, moi j'ai voulu une démarche, on va dire, dite rationnelle, quoi. Et elle n'a pas changé, cette démarche. Je suis peut-être un peu plus ouvert maintenant, mais attention, on apprend tous les jours. Hein. En même temps, il faut toujours être dans cette voie du milieu. Moi, je suis dans cette voie du milieu. Je suis ouvert, s'il y a des témoignages, il ne faut pas traiter les gens de menteurs. Mais après, on a des vérifs à faire, des vérifications par rapport aux témoignages. Et pour moi, c'était pas suffisant. Il fallait que je prospecte sur ce que font les militaires, sur les industriels et nos scientifiques. Et puis voir si on peut avoir des bouts de réponse par rapport à un alliage, par rapport à ceci, par rapport à cela. Est-ce que ça peut correspondre à une technologie Moi, c'est comme ça que je procède et c'est une méthode. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est la mienne. Et apporte tes fruits. Est-ce que tu vas sur les lieux? Est-ce que oui, lorsqu'il y a des témoins dans ma région. J'ai eu une dizaine d'enquêtes. Puis au départ, quand j'ai commencé, il y avait une association qui était dissoute depuis. Laurent Le Boulanger en a fait partie. Lui qui a repris un temps la lumière de la nuit, LDLN, c'était l'association Alépi, l'association douanaise des phénomènes inexpliqués. Donc j'ai fait partie de cela. On m'a donné assez rapidement une enquête. Et puis il y avait ce qu'on avait aussi ce qu'on recevait avec Emmanuel sur nos boîtes mail. Puisque très vite, sur nos sites, on a intégré une boîte mail pour que les gens puissent apporter leurs témoignages. Alors, j'ai pas 50 000 cas. Hein. En Bourgogne, il y a plusieurs centaines de cas. Ah oui, parce que la Bourgogne, pour les Québécois, la Bourgogne, c'est pas du tout au bord de la mer. Mais pour le coup, on n'était pas dans les OANI, là. On était dans les OANI, en sachant qu'on a quand même des lacs et des étangs. Oui. Mais effectivement. Non, mais alors quand j'ai commencé, je n'étais pas dans les OANI. J'étais dans les OANI. D'accord. Et c'est simplement au fur et à mesure de voir des choses sur Internet et des témoignages, comme je brassais large. Je brassais extrêmement large. Je me suis dit, à un moment donné, il faut reconcentrer les recherches, se spécialiser. Et c'est à partir de là que j'ai cherché dans quoi? Un portrait robot d'alien. J'aurais pu procéder là-dessus.
Le problème, c'est que je suis pas biochimiste, je suis pas exobiologiste. Un exobiologiste, il peut te tirer un portrait robot. Tu lui donnes la masse, la gravité, la séquence orbitale d'une planète, sa situation par rapport à une étoile et un système stellaire. Il peut te tirer un portrait robot, de dire, voilà, s'il y avait une vie là-dedans, elle pourrait ressembler à cela. T'es parti comme ça. Ouais. À l'aventure, quoi. Puis là, Non, au départ, oui. Tout au départ, certains disent qu'il n'y a pas de hasard. Non. J'étais avec un collègue de travail, on s'entendait super bien, un jeune que j'ai formé, et puis il me dit, je suis trop aux ovnis. Il dit, tu vas rigoler. Je fais, pourquoi? Il dit, quand je parle de ça, tout le monde rigole. Il faudrait que tu me dises, c'est quoi? Il dit, les ovnis, tu y crois, toi? Je fais, ouais. Non, on dit, sérieux. Je fais, oui. Mais des extraterrestres, je fais, c'est une possibilité. Il dit, les ovnis, pour toi, c'est extraterrestre? Alors là, Nico, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas militaire, d'abord? Il dit, je vais faire un site, et son site s'appelle Secret OVNI, il est toujours en ligne. Ah oui. Ça ne provisionne plus. Vous tapez Secret OVNI, c'était mon pote, c'est lui qui a commencé en premier. Et il m'a dit, ouais, tu ferais pas un titre et tout, je fais n'importe quoi. Et finalement, si, sauf que moi, j'ai tombé dans le chaudron, puis lui, il s'en est retiré. Ah oui. Tu vois, encore, on a des anecdotes, des trucs assez cocasses, des fois. Je sais pas, c'était bien la peine de me mettre dedans. Moi, je suis tombé dedans. Toi, t'es tombé dedans, mais ça y est, t'es fichu maintenant, là. T'es complètement fichu. Et donc, j'ai voulu me spécialiser. Bon, on aurait pu faire l'archétype, un portrait robot de ce qui pourrait représenter une vie extérieure à notre planète. J'aurais pu me spécialiser les ovnis en montagne. Oui. Et finalement, j'ai choisi la flotte parce que, ça nous a flashé qu'Emmanuel, à un moment donné, il parlait du triangle des Bermudes, etc. Et puis on s'est dit, mais bon sang, c'est peut-être ça le truc. Qu'est-ce qui pourrait intéresser des visiteurs? Nous, on est fait sur la chimie du carbone. Donc, on a besoin d'un liquide. Et c'est l'eau. Et à partir de là, je dis, on ferait pas un truc... Et comme ça, on y met les mystères marins. Et on pourrait y apprendre beaucoup de trucs indirectement sur les ovnis. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et on a ouvert le site Investigation Océanographique et OANI. Alors, c'est un site long. J'aurais pu l'appeler OANI, tout simplement. Mais j'ai voulu toujours intégrer la partie scientifique, puisque je fonctionne comme ça. Puis tu as bien raison. Ça serait quoi ton rêve le plus fou en ufologie, bien sûr? Je vais lancer un appel, tiens. Vas-y. S'il y a un amiral qui m'ouvre les portes de ses bases secrètes, je m'invite. Et moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Pas les cartons, non. S'il y a des engins, s'il y a des entités, peu importe, des hybrides, c'est ça, moi. J'ai rencontré un militaire à Dijon, le gars était commandant, et il nous a dit que d'ailleurs, il dit, vous extasiez tous devant les triangles, mais ça, c'était rien. Ah ouais? Il dit, par contre, je peux vous dire qu'il y a des choses, et c'est pas de chez nous. Et ça, par contre, je peux pas vous le dire. Il dit, ça, on le sait, voilà. Il dit, ça, on le sait. Il dit, moi, j'étais commandant à l'armée de l'air, je le sais. Voilà, c'est tout. Il dit, j'ai un niveau d'accréditation qui me permet de le dire. Voilà. Mais il dit, simplement, je suis une cellule psychologique. Parce que ce que j'ai vu, c'était que dans la science-fiction. C'était hallucinant. J'aimerais que ce gars-là, il arrive. Comme je te comprends. Donc, voilà la chose. Alors après, dans les choses folles, une entité, s'ils existent, ils viennent me chercher, et puis qu'on goûte la soupe interstellaire, là. On goûte la soupe interstellaire. qu'on participe aux championnats mondiaux des vaisseaux spatiaux. On peut lancer un appel, on peut faire un échange d'une soupe aux choux à une soupe interstellaire. Déjà qu'à l'usine, ils me font tous ça. Non, mais tu vois, je fais de l'humour, mais ce serait effectivement de voir une structure, quoi, en fait. Une structure autre que des lumières. Tu vois, avec Emmanuel, nous, on a vu des lueurs et ça collait pas avec ce que l'on connaît, quoi. Mais c'est pas le vaisseau, quoi. C'est pas la carlingue. Nous, on aimerait le triangle ou la soucoupe, ce que des témoins disent avoir vu. Là, ce serait le Graal. Alors, c'est pas tellement pour avoir une preuve, mais c'est simplement pour le voir, quoi. C'est la curiosité, bien sûr qu'on est curieux. On a un chien, wow. On travaille pas pour la gloire, nous. On veut savoir, on veut voir, bien sûr. Oui, voir, oui. On veut voir ça, nous. Parce que quand on a des témoins qui nous disent, moi, j'ai vu. Dans nos enquêteurs de MUFON France, il y en a qui l'ont vu, qui ont vu des choses. Moi, j'ai vu un cigare, j'ai vu ça. Moi, personnellement, j'en ai pas vu. Donc, j'imagine, je dis, mais c'est quoi? Tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois en vrai? Tu vois comme tu verrais un avion? Tu vois quoi? Moi, j'ai vraiment du mal à me dire
que tu es placé devant, admettons, un cigare avec des fenêtres ou un ovni avec des fenêtres, quelque chose de tangible. Tu comprends ce que je veux dire? Voir devant que cette lumière se transforme en quelque chose de tangible. Là, de physique, quoi. De physique, oui, que tu peux toucher, en fait, tangible. Ouais. Que tu, comme un avion ou quelque chose de réel avec une structure, avec. Et là, bon, alors il y a plein de gens qui ont vu ce genre de choses, mais quand toi tu ne l'as pas vu de tes yeux, tu as beaucoup de mal à imaginer. Et c'est pour ça que les témoins disent, vous pouvez pas comprendre. Certains m'ont dit, mais tu peux pas comprendre si t'as pas été témoin. Ouais, sûrement. Ces trucs-là, ça se raconte pas, limite. Ça se vit. Et tu me demandes des preuves, mais le problème, c'est déjà plus là. Donc les preuves, je ne les ai pas. Et c'est ce qui pose problème pour nos scientifiques. Bon, les ufologues, vous êtes gentils, mais quand vous amènerez une carcasse ou un corps d'alien, là, on pourra commencer à discuter, on va disséquer le truc, et puis voilà. Non, vivant, l'alien vivant. Ouais, mais tu vois, ce qu'il y a, mais on ferait des expériences, quoi, puis il ferait souffrir un être, l'autre, ça pose débat, quoi. Ah, c'est sûr. Parce que tu sais, si on prend les cas d'abduction, excuse-moi, je vais un peu dériver du sujet, mais rapidement, si on prend les cas d'abduction, les gens qui prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres, les gens disent c'est dégueulasse, on n'a rien demandé, ils ont fait des examens médicaux où ça y ressemblait, de quoi ils se permettent? Eh ben, simplement, l'être humain, que fait-il avec les êtres de sa propre planète? Donc, si tu as quelque chose qui vient d'ailleurs, la preuve, il va y avoir deux comportements de l'être humain. Soit on va descendre l'individu parce qu'on va en avoir peur, soit on va le récupérer, puis on va récupérer s'il est venu avec un vaisseau et de la technologie, ben on va le récupérer, puis on va essayer de comprendre et de désosser, puis de reproduire, etc. Mais au passage, eh bien le pilote du truc, il va y passer aussi, quoi. Il va y passer, oui. Il va passer un sale quart d'heure, oui, c'est sûr. C'est clair, oui, on va lui faire des tas d'examens. Électroencéphalogramme, électrocardiogramme, on va l'ouvrir en deux, on va faire des prélèvements, ça va être la misère. Je ris, mais bon. Je ris par l'image, mais c'est pas drôle, non? Donc, voilà, c'est ça. Je crois que ça, c'est une réalité, hein. C'est ce qui se passerait, quoi. Certainement. Quand on est un peu avancé sur le sujet, on peut prétendre que ça a déjà eu lieu. Mais effectivement, on n'a pas la preuve pour tout le monde, on va dire. Voilà. Bon. Ouais. Ça, c'est bien tout le problème de l'ufologie, hein. Oui, c'est ça le problème. C'est que l'humain, il fonctionne avec des preuves. Exact. Il y a des choses qu'on peut pas. Moi, il y a des gens, quand ils me disent, tu crois aux extraterrestres? Bah, je fais non, je crois pas, ils existent. T'as des preuves? Je fais non, mais toi, t'as pas la preuve du contraire. Puisque Voyager 1 est sorti de notre système solaire à l'été 2010. L'automne 2010 exactement. On a changé de rue. Si on mettait notre planète à l'échelle du cosmos, le fait d'avoir changé de notre système, d'avoir quitté notre système solaire, c'est que moi, je suis allé à la rue en face. Je ne sais même pas que la Saône-et-Loire existe, je ne sais même pas que la Bourgogne existe, encore moins la France, encore moins l'Europe, et encore moins les autres continents. Donc, on ne connaît rien. Les scientifiques pensent qu'ils connaissent beaucoup, ils sont au même point que nous. Non, bien sûr que oui. Vous avez juste le talent et un QI plus élevé que les autres, vous avez une formation plus élevée que les autres, et vous avez une logistique que nous n'avons pas par rapport aux ufologues. Ça, c'est une réalité. Et ça, il faut que nous le prenions en compte. Mais stop, c'est tout. Comment oses-tu parler de ce qui est en dehors de la galaxie alors que notre première sonde ne l'a même pas franchi? Il y a 1000 milliards de galaxies. Donc on est loin d'avoir fait le tour du cosmos. Donc moi, quand les gens me prennent comme cela, bah, je leur réponds ce style de réponse. Les extraterrestres, les preuves, on les a des pilotes, on les a des astronautes, on les a des radars, les traces. Ça, ce sont des faits. Et quand des scientifiques de mauvais augure prétendent que ce n'est pas possible parce que, dans leur intime conviction, en plus de leur enseignement, quand ils disent que c'est pas possible, ils n'ont pas fait de travail au bout. Autant on peut reprocher aux ufologues de ne pas se pencher vers la science pour voir ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas, mais on peut retourner aussi dans le sens inverse. Vous avez examiné les scientifiques des dossiers militaires? Non. Non. Vous avez parlé aux pilotes de chasse? Dans quelle catégorie vous mettez Jack Pring, qui était leader solo de la patrouille de France? Dans les hurluberlus? Eh ben moi je pense que on a un sacré problème si c'est le cas. Parce que ça veut dire que là on a des gens formés sur le volet, triés sur le volet, je veux dire, formés au plus haut degré du sport, de l'intellectuel. C'est le summum, hein. Pilote de chasse pour moi, tu es en train de nous dire que des gens comme ça ils racontent des bêtises, pourquoi? Et là ce serait grave. Si les gens voyaient, j'ai dit des choses, j'appelle des choses comme des licornes, quoi. Le jour qu'on leur dit qu'ils ont vu des licornes, que c'est pas vrai, qu'il y a des balivernes, on a un problème. Parce que à notre époque, hein, ces mêmes pilotes, hein, ils sont censés avoir des ogives nucléaires sous les ailes de leurs avions.
Or, si les mecs ils commencent à voir n'importe quoi dans le ciel, eh ben moi je dis, il faut peut-être trier encore un peu plus, quoi. Donc, moi je pense pas que ces gens-là sont des menteurs. Ils n'ont rien à y gagner. L'argent, ils l'ont, hein. Entre nous, je pense pas qu'ils en prennent d'argent, hein. Ils feraient un bouquin, puis basta. Mais j'ai vu aucun pilote faire un bouquin. Non, c'est vrai. On peut même pas leur dire, c'est pour vendre son livre. Oui, ils ont aucun intérêt. Au contraire. Ben d'accord, bah oui, encore plus un militaire, parce que lui, il est soumis au secret, quoi. Ouais. Et il prend déjà un risque quand il parle de cela. Tu sais, Nick Pope, il a parlé d'un truc qui avait été qui avait été mis en public il y a peu de temps, là, par le mode, là, le ministère de la Défense britannique. Oui. Il a dit, je m'exprime là-dessus, alors que je le savais, mais j'étais lié au secret. Ah. Mais étant donné que ce sont les autorités elles-mêmes qui le disent au public, du coup, je peux parler librement. Je t'écoute attentivement. Donc, là, on va arriver au bout. Dis-moi, donc, les 2 titres de tes livres. Oui, OANI OVNI Enquête Méthode Réflexion, édition Saint-Martin. OANI Complément d'investigation, toujours édition Saint-Martin, c'est le tome 2. Parfait. Alors, en sachant que le tome 2 peut se lire indépendamment. Oui. Simplement, il y a des résultats du premier, parce que ce n'était que des hypothèses ou des projets, c'est devenu depuis des faits, c'est mentionné dans le deuxième. On peut ajouter que c'est facile à lire, ça veut dire que ça peut être lu par même le plus sceptique des sceptiques. À tout le monde. Il s'adresse aux témoins, il s'adresse aux chercheurs, il s'adresse aux ufologues. Ma démarche, elle est saine, c'est-à-dire je suis honnête, et je présente les faits comme des faits, les hypothèses comme des hypothèses, et mon avis comme mon avis. À partir de là, j'ai dit aux gens, la soupe qui vous est servie, débrouillez-vous avec. Si vous voulez faire des recherches, faites-en. Si ça vous a plu, tant mieux. Si ceci ne vous a pas plu, tant pis. Tout du moins avec le premier ouvrage, j'ai tenté d'aller chercher les gens que le sujet n'intéressait pas ou pensaient que c'était des balivernes, quoi. Et curieusement, c'est le meilleur écho que j'ai reçu, c'est de ces gens-là. Ça m'étonne pas. Merci beaucoup. Voilà, donc je remercie MUFON, tous les amis du MUFON, je commence à en avoir quelques-uns. Hugues, entre autres, Hugues Noël, Franck de Paya, Karen Laniel, voilà, je commence à connaître des gens, tous sympathiques, qui m'ont tous aidé à un moment donné, hein, parce que voilà, le temps que j'intègre la structure, que je me forme. Oui, on peut le redire parce que c'est une belle équipe. Et en sachant que Franck de Paya, directeur des enquêtes, il a un projet que j'adhère tout à fait sur une étude particulière. Oui. Je ne veux pas spoiler le truc parce que voilà. Ouais. Mais bah oui, on garde nos petits secrets quand même. Voilà. Il y a des projets d'études et vraiment d'études. Oui. On est sur des projets d'études. Oui, tout à fait. Exactement. Et ça c'est bien. Donc il faudra prendre le temps nécessaire et après voir si ça amène une conclusion ou pas. S'enrichir de connaissances, faire des études, voir comment certains faits mentionnés peuvent fonctionner, essayer de comprendre. Bon, merci beaucoup Sylvain. Et puis à très bientôt de toute façon. Ça marche. Merci Jeannie. Bien, il nous reste 30 secondes pour nous dire au revoir. Continuez à écouter Zone Insolite la semaine prochaine avec un nouvel animateur et quant à nous nous retrouverons le mois prochain. Pour continuer la conversation avec Sylvain Mathis, n'hésitez pas à vous procurer ses livres qui sont absolument passionnants et à la portée de tous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Zone Insolite. À bientôt. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.